Bonjour et bienvenue aux causeries Disrupt Campus UBO, les causeries qui ont lieu donc dans le cadre du programme Disrupt Campus, un programme de formation pour accompagner les entrepreneurs, mais aussi les étudiants, les salariés, pour changer leur façon de faire, trouver des modes plus agiles de monter des projets. Ces causeries, ce sont donc des témoignages, des expériences d'acteurs du territoire qui viennent nous raconter comment est-ce qu'ils ont mis en place des projets qui sont en lien avec les transitions, qu'elles soient écologiques, sociétales ou numériques, et à travers leurs regards et leurs expériences, voir qu'est-ce qui peut marcher, quels conseils ils peuvent donner ou comment venir enrichir un petit peu la connaissance qu'on peut avoir des enjeux de ces transitions. C'est donc 20 minutes de présentation, puis 20 minutes de discussion ensemble. Normalement, c'est diffusé en direct, mais là, ça sera peut-être en léger différé. Et ce soir, on accueille Edgar Flo, qui est designer et qui, du coup, a mis un petit peu sa pratique de design au service, finalement, d'un design participatif et puis de l'accession de personnes handicapées, en l'occurrence avec le foyer de Kerlivette, pour accéder aux sensations de la glisse. Et donc, il va nous expliquer un petit peu quelle a été la démarche qu'il a pu mettre en place et puis comment est-ce qu'il a pu faire et faire avec ces personnes du foyer de Kerlivette. Et bien, du coup, Edgar, je te laisse la parole. Ok, et donc bien bonsoir à tous. Donc, comme l'a dit Sarah, moi c'est Edgar, je suis designer indépendant depuis maintenant 5 ans. Et dans ma pratique, je questionne en particulier le monde qui nous entoure par l'angle de la glisse, des pratiques de la glisse que sont le surf, le bodyboard et les dérivés. Puisque donc c'est un choix tout à fait personnel sur une forme de pertinence à laquelle je crois entre le fait d'utiliser un objet dans l'élément aquatique. C'est une interface entre soi-même, son environnement. Et il faut trouver un équilibre, une forme d'équilibre pour pouvoir utiliser l'objet correctement et en retirer un bénéfice. Donc, j'ai produit différents projets liés à ces questionnements, et en particulier celui dont on va parler ce soir, qui se nomme Glisse Libre. Donc, je vais accentuer après sur la partie handicap, bien sûr, mais je vais vous raconter, pour commencer, la jeunesse du projet, puisque en fait, il a fallu quelques années avant d'arriver à cette entrée dans le milieu socio-éducatif, socio-médical, pardon. Et voilà, donc ça a commencé en 2017, en fait, suite à la lecture d'un livre de Hervé Magnificat, qui est un passionné d'histoire nautique et un surfeur qui vit dans les Landes. Il a écrit un livre, Terre des vagues, dans lequel j'ai trouvé des plans d'objets de glisse assez étonnants. Ceux qui connaissent verront assez rapidement que les formes et les matériaux sont loin d'être ceux qui sont courants aujourd'hui. Et forcément, étant designer, m'intéressant aux objets, m'intéressant à l'histoire de ces cultures de la glisse, ça a suscité ma curiosité et je me suis dit que ça pouvait être assez amusant dans un premier temps d'en fabriquer des répliques que je testerai dans l'eau pour voir ce qu'elles valent. Si vraiment tout est bon à acheter ou s'il y a des choses intéressantes à prendre. Et la première chose que j'ai trouvé intéressante à prendre, c'est la démarche des concepteurs de ces engins. Donc, on parle d'engins des années 30, 40, 50, 60. Hein. Donc, ils glissent surfer dans les vagues ou tractés. Leur démarche, elle était déjà dans assez contemporaine, puisqu'il s'agissait de DIY en fait. C'était des magazines de bricolage de l'époque qui auront bientôt 100 ans pour les premiers. Et ces auteurs proposaient des plans pour quels outils utiliser pour assembler quel type de bois, quelle forme, pour créer un objet dont on va profiter. Donc, j'en ai réalisé 5-6 pour commencer. Les tests ont été plutôt concluants. Facile à prendre en main comme objet, tout de suite des sensations, on s'y habitue très bien et pour le coût en matériaux et le coût en savoir et savoir-faire, l'objet il est extrêmement efficace, efficient. De là, je les ai documentés. J'en ai trouvé d'autres suite à la rencontre avec l'auteur du livre et son réseau de connaisseurs. Donc, j'ai commencé à essayer de les documenter sous
avec une forme graphique plutôt un peu plus plaisante pour voilà, en faire un objet un peu de qualité et à diffuser. Donc voilà, sur ces plans, on retrouve toute une synthèse d'informations pour construire l'objet. Ça m'a conduit vers une résidence de création produite par les ministères de la Culture et de l'Éducation. C'est le programme création en cours des ateliers Médicis, donc qui m'a envoyé en Picardie du côté de Beauvais, au milieu du triangle Rouen-Amiens-Beauvais, en fait, pour accompagner 2 classes dans voilà, la mise en place d'un projet artistique au sein de l'école. C'était une école primaire. Donc je me suis servi du contexte de cette résidence pour continuer un peu à explorer les pistes intéressantes que j'avais fait sortir des expériences précédentes, donc en particulier la fabrication d'objets et donc le plaisir qu'on y trouve dans une sorte d'accomplissement à la fin du projet quand on a l'objet qu'on a fabriqué de ses propres mains. Aussi la transmission de savoir et de savoir-faire, donc quelques bases techniques à poser pour envisager une forme d'autonomie dans la conception d'un objet, donc comme le dessin, enfin le croquis, le dessin côté, les vues de face, voilà, les axonométries, le choix des matériaux et aussi après quelques compétences en fabrication, donc les outils de base, même électroportatifs, coupés, quelques principes concernant le bois et ses dérivés. Et donc, ça nous a conduit, avec ces 40 élèves, à la création de cette collection de 40 objets à peu près, qui sont tous basés dans les principes constructifs sur les objets que j'avais sourcés justement dans ces magazines de bricolage. Donc, ça tombait bien, dans le magazine de bricolage, il y avait à peu près 3 niveaux de difficulté. Donc, 3 types d'objets qui supposaient 3 niveaux de difficulté. Et c'est ce qui me convenait bien pour mettre en place une forme de transmission et d'appropriation par des élèves en CO2, CE1, CE2, CM1 et CM2. Dans le même temps, j'ai fait quelques expérimentations personnelles où je proposais des versions contemporaines de ces objets. Donc, après test, comment faire une sorte de synthèse de qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Pour le dire un peu rapidement, on enlève les côtés négatifs, on maximise les côtés positifs et on essaye de construire un objet de lisse plus contemporain, mais toujours empreint de cet esprit de pionnier un peu des années 30, 40, 60, hein, puisque les cultures de la glisse en Europe, c'est vraiment marginal, quoi. Donc c'est ça qui nous a guidés avec l'association Ultra, vers Carl Yvette, pour mettre en place ce type de collaboration. Donc, Ultra Édition, ça s'est fait un peu... Dans le même temps, j'ai fait une exposition à la Maison de la Fontaine aussi qui présentait le travail engagé jusque-là. Là, la ville de Brest m'a proposé un atelier dans la ville, en fait, qui était dans les locaux du foyer d'accueil médicalisé qui est en Livette. Suite à ça aussi avec l'association Ultra. Donc, Ultra, c'est une association du Relais qui a vocation à produire et diffuser du contenu lié au design libre. Donc, le design libre, c'est comment on va organiser un protocole en fait de conception et de fabrication d'objets, voilà, qui sont supportés par les valeurs du partage, de la montée en compétences, d'une forme d'autonomie aussi. Donc le projet faisait sens par rapport à ça et on a répondu à un appel à projet de la DRAC Bretagne, projet Culture Santé, de concert avec la structure qui est un Livette, pour mettre en place une nouvelle expérience de co-création de gens de glisse formellement en dehors de ce qu'on a l'habitude de voir et avec
c'était surtout un prétexte aussi pour parler de sport, de fabrication, de conception, de design libre. Voilà. Donc, c'est comme ça que début 2019, il me semble, ou fin 2018, j'avais reproduit une partie de l'exposition que j'avais fait à la Maison de la Fontaine à Kerlivette, donc une structure brestoise. J'ai présenté les objets aux résidents, leurs enjeux, ce vers quoi ça pourrait nous emmener. Et donc, certains, on avait convenu avec l'équipe de Kerlivette et Ultra d'une participation possible de 6 personnes. Et ce sont donc 6 volontaires qui se sont inscrits au programme d'intervention hebdomadaire sur plusieurs mois que j'avais mis en place. Donc, qui permettait de passer à peu près en revue tout le protocole de recherche quand on expérimente un projet de design, un objet. Donc, ça a commencé par du dessin. Le dessin, c'était assez compliqué avec les résidents, du fait de problèmes à figurer, en fait, à mentaliser un peu, je pense, l'espace, un objet à l'échelle, dessiner, d'exprimer une idée aussi par le dessin en perspective. Bon, ça ne marchait pas très bien. Donc là, on est passé ensuite par une forme, un peu contrecarrer ce problème, et c'est là qu'on a choisi de passer par une forme de dessin en volume, de croquis en volume, donc par le modelage de l'argile, en fait, tout simplement. Ça convenait plutôt bien parce que tout de suite, l'objet, il est à l'échelle, il sera forcément à l'échelle de la main. Chaque action d'usinage, de travail de la matière, on va tout de suite voir en volume ce qu'elle rend. On avait aussi créé quelques marionnettes à peu près à échelle pour figurer des positions, bloquer des membres selon les possibilités de chacun des résidents. Et petit à petit, on arrivait à 6 modèles comme ça de planches d'engins de glisse en tout cas. Donc il y en avait 3 en glisse tractée avec l'envie de tester ça en rade de Brest, et 3 autres en glisse de surf de vague. Donc c'est là qu'on a fait appel aux moyens de l'UBO Open Factory pour disposer des compétences et des équipements liés à l'acquisition de données 3D, de la production numérique. Donc là, on voit le scanner 3D qui est utilisé par les résidents pour justement transformer leur objet physique en modèle numérique. Donc, après, moi, j'ai pu retravailler à l'échelle. Donc, je passe un peu la partie fabrication numérique, mais on pourra y revenir plus tard. Après, il a fallu surtout trouver le moyen, surtout avec l'enveloppe qu'on avait, de réaliser ces objets. Donc, il y a une partie qui a été réalisée en utilisant des outils tout à fait conventionnels, qu'ils soient à main ou électriques. Et d'autres parties qui ont été produites par technologie de production assistée par ordinateur, comme la découpe laser, par exemple. Donc ça, et l'usinage, le fraisage numérique. Donc, toujours avec les moyens du OpenFac. Et du coup, ça aboutit à 3 prototypes, 3 maquettes échelle 1, quelque chose entre la maquette échelle 1 et le prototype, qu'on a pu tester lors de 2 moments de glisse. Donc, le deuxième, qui est le premier présenté dans les vagues du Sud Finistère, à Port-Scarn, donc encadré par l'école de surf Rise Up et filmé par la réalisatrice Megan Murgia, donc qui a réalisé le film que vous avez peut-être vu. Et voilà, le lien est facile à trouver. Et une autre session encadrée par le centre nautique de la ville de Brest et du coup en rade de Brest, avec les objets tractés qui apparaissent ici. Voilà. Donc, alors, je n'ai pas conservé plus d'images que ça des tests, mais globalement, c'était
plutôt un succès. Au vu des moyens qu'on avait voilà, de réussir à créer 6 objets différents pour des personnes différentes aussi, entre elles. Voilà, donc et que en fait, chacun puisse l'utiliser et que ça fonctionne et que même pour la plupart, ça propose des belles hypothèses de développement. Je peux arrêter là peut-être si ça vous va ou continuer peut-être sur l'ambition du développement du projet. À ce sujet, on est en train de voir avec donc l'UBO Open Factory comment cette preuve de concept maintenant qu'en tirer pour redéployer le projet, parce que évidemment ça a suscité un lot d'interrogations aussi, comme le fait de la fréquence et de la durée des interventions de ma part. Donc c'était quasi une intervention hebdomadaire pendant 9 mois environ, hein, donc en fonction des étapes qu'il y avait à faire, en fonction des 6 emplois différents, 6 emplois du temps différents, des 6 résidents aussi, il y avait, enfin voilà, c'était très dur de trouver des plages communes et c'est clairement un frein pour la redéployabilité s'il faut que le designer encadrant soit tout le temps présent. Donc on réfléchit à quels moyens réunir pour prototyper une sorte de kit pédagogique qui contient toutes les informations, les protocoles nécessaires à des professionnels du champ socio-médical pour redéployer ce type de projet en autonomie dans leurs différentes structures. Et la deuxième piste de développement, ce serait voilà, sur les 6 objets qu'on a produits, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien. Des formes qui ont émergé du fait que ce soit un résident, un usager en particulier qui ait conçu son objet. Donc voilà, pareil, là il y a comment un peu capitaliser sur ce savoir créé pour proposer éventuellement une plateforme de personnalisation d'engins de lice ou de création d'engins de lice adaptée à chacun. Ok. Merci Edgar. Ouais, c'était un peu court. Ça fait le tour c'est ça, Non, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ouais. Ok, super. Voilà, merci beaucoup. C'était vachement intéressant. Commencer ici, est-ce qu'on a des questions, des réactions, demande d'éclaircissement, de précision Sponté. Toujours très timide au début. Moi, j'en ai toujours quelques-unes sous le coude. En fait, j'aime bien, je t'entends parler de design participatif, de design libre. Et je trouve que ça vient faire écho beaucoup à des préoccupations ici à l'Open Factory. Je pense des Fab Labs aussi, de cette question finalement oui, de projets collaboratifs. Comment est-ce qu'on fait participer les gens? Comment est-ce qu'on rend accessible des méthodologies ou des domaines, quoi, comme le design. Là, tu terminais par dire, pour le développement, il peut peut-être pas y avoir un designer à chaque fois, mais comment est-ce qu'on forme finalement des travailleurs sociaux ou des gens qui ont pour habitude d'accompagner, donc de les faire évoluer leur métier vers des choses comme ça. En fait, là, j'ai pas de questions en particulier, plus je trouve vraiment intéressant en fait ces pistes de développement et de se dire, voilà, comment à un moment donné, quelque chose qui était très, je sais pas, le design, il y avait quelque chose de très fermé, en tout cas, qui avait l'air d'être réservé à une forme d'élite de designers, quoi. Et tout d'un coup, là, ça vient rendre accessible une façon de faire. Et toi, du coup, quelle posture? Enfin, voilà, j'ai l'impression que ça a l'air d'être un choix pour toi aussi, de cette posture-là, quand tu parles de la documentation que tu as fait dès le début, de tes projets, cette envie de rendre accessible voilà, encore plus des objets que tu as pu créer. Qu'est-ce qui t'a amené finalement voilà, à prendre ce parti pris-là en tant que designer, d'être dans du participatif, du libre et pas juste un designer d'objets classique, j'ai envie de dire. Il est pour plusieurs raisons. Déjà, la première, elle est très pragmatique, c'est que c'est une manière de fonctionner
participatif et avec quelque chose à partager directement à court terme aussi, elle permet dans un premier temps déjà de rencontrer beaucoup de monde et d'avoir beaucoup de retours d'avis en retour aussi sur sa pratique en tant que sa pratique personnelle. Hein, je parle vraiment en tant que designer indépendant de même pas 30 ans. Donc c'était un peu ça le premier biais. Et aussi une sorte un peu les valeurs aussi du bricolage, une sorte d'efficacité à faire émerger différentes choses ou avec peu de moyens, qui m'a aussi séduit. Et en plus des choses qui peuvent être tout à fait respectables techniquement, esthétiquement. Donc il y avait cette idée-là aussi. C'est vraiment les deux premiers points qui m'ont encouragé à poursuivre, à injecter autant de participatif que possible dans certains de mes projets, suite à ma découverte de tout ça aussi avec l'association Ultra. Donc voilà, ouais, vraiment pour moi c'est un peu le gros point fort de ce type de démarche, c'est faire émerger à moindre coût, à court terme, des choses, des potentiels vraiment incroyables, quoi. Ok, super. Je vois qu'on a aussi Catel et Ariane qui sont en visio. Si les filles, vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est pas que pour ceux qui sont en salle. Peut-être une réaction. Oui, vas-y Jean-Pierre. Le truc qui m'a vraiment bloqué, moi, c'est de voir qu'il y a eu une grosse implication des personnes en situation de handicap, qu'effectivement, ils ont bien investi aux activités. La preuve, ils sont allés jusqu'au bout, puisqu'ils ont testé le matériel, etc. Donc, c'est pas courant. Après, moi, la réflexion que je fais, parce que je suis ergothérapeute, c'est de dire effectivement que quelque part, on est acteur de ce type d'adaptation. Ça, c'est complètement nouveau. Donc, c'est quelque chose à encourager, à explorer, peut-être dans d'autres domaines aussi. Et en plus, dernier point, c'est quand même un sacré espace de liberté, qui d'habitude leur est un peu quand même interdit. Donc le côté glisse, je trouve ça sympa, et j'aime bien le côté libre, surtout, dans l'expérience. Je trouve que quelque part, c'est vraiment un truc sympa, c'est vraiment l'empowerment. Et puis, quand on voit le film, là on ne le voit pas, mais quand on voit le film sur la glisse, il n'y a pas de triche, on voit qu'ils sont heureux. Ouais. Ouais, donc carrément. Alors c'est sûr que, alors j'ai pas tout entendu ce que tu as dit Jean-Pierre, mais je crois avoir entendu les grandes lignes. Et c'est vrai que travailler, découvrir chacun des participants qui étaient, que sont toujours d'ailleurs, parce qu'ils continuent à participer au projet, Jonathan, Tristan, Nadège, Ronan, Adrien et est-ce que j'en oublie un et Clément. Pour moi, c'était inestimable, déjà parce que c'était ça me sortait un peu de ma zone de confort aussi. Je n'avais jamais trop côtoyé ce type de public, j'ai trop travaillé avec eux. Et puis, si le projet était de réaliser des objets de glisse adaptés, c'est sûr que c'était eux les premiers qui étaient capables de générer la forme, la meilleure hypothèse de formelle possible pour servir l'objectif d'usage. Et rien que esthétiquement, je pense à Ronan, par exemple, je trouve ça génial parce qu'ils sont allés vers des choses que j'aurais jamais osé personnellement et que je trouve magnifiques à terme. C'est vrai alors je ne sais pas si ici tout le monde a vu la vidéo, mais elle est disponible sur Internet et effectivement, elle est vraiment bien faite. Elle donne à voir et d'une part tout le processus et de voir la participation vraiment très active, même dans la découpe du bois et tout ça. Et donc, effectivement, cette capacité, quand il y a un objectif, enfin, on sent la motivation en fait dans les yeux et puis après le test. Donc, c'est vrai que et d'une part pour nous, là, ici, par rapport aux entrepreneurs, un bel exemple dans cette question aussi du design et comment est-ce qu'on utilise cette méthodologie, c'est-à-dire l'usager, c'est lui qui va venir co-construire finalement aussi une solution avec le designer ou en tout cas avec le porteur du projet.
mais aussi ben voilà, comment est-ce qu'on s'adapte à un public, comment est-ce qu'effectivement on voit bien là dans les différentes techniques que tu as utilisées, que ce soit du coup du modelage, parce que difficulté à dessiner ou quoi. Et c'est vrai que moi, ce que je me demandais, c'est justement dans cette forme de protocole, on voit que tu as travaillé aussi avec des enfants, Ouais. du coup avec des personnes qui ont plutôt des situations de handicap physique aussi ou mentaux. Mais du coup, voilà, est-ce que tu retrouves des traits communs dans cet accompagnement-là, en fin de compte, ou est-ce que c'est très différent d'accompagner voilà, un petit groupe de 6 et une classe de 20 gamins de 10 ans, quoi. Ou est-ce que tu trouves des… C'est sûr que c'est différent, mais la différence, je la fais pas tellement en fait dans la catégorie de public, mais vraiment d'un individu à l'autre. Ouais, voilà, c'est un peu ce que m'a appris cette expérience aussi, vraiment de prendre son interlocuteur comme une personne, comme un collaborateur à part entière, et en oubliant un peu tout le reste, et on s'adapte et il s'adapte, et on arrive à comme ça mettre en place une sorte de canal de communication un peu privilégié, que ce soit avec les résidents de Kerlivet ou certains des enfants de création en cours aussi. Et voilà, petit à petit, on apprend au fur et à mesure à se créer une multitude de binômes de travail comme ça qui permettent de faire aboutir un projet, très personnel à chaque fois en fait, et auquel moi je trouve beaucoup de valeur. Oui, alors, hop, il y a une question par ici. Moi, ma question, c'est plus la réaction des écoles de surf et des écoles par rapport au projet. Est-ce qu'ils ont eu envie de s'investir davantage? Est-ce que finalement, on ne pourrait pas penser à la création d'une modèle de temps pour continuer ce projet et que justement les personnes de manière politique puissent accéder à ce service? T'as entendu? Non, pas trop, non. Je vais faire la traductrice. Non, elle demandait les écoles de surf, en fait, Marion. Comment est-ce qu'ils Ouais. ont pris un petit peu ce projet-là, et est-ce qu'il n'y avait pas des choses à imaginer pour que justement elles puissent après mettre à disposition des planches adaptées, ou est-ce que voilà, il y a quelque chose qui se tire de ce côté-là, d'une part, comment est-ce qu'ils voient ce projet, et est-ce que ça leur donne envie, des pistes ou des choses comme ça, quoi. Les structures liées au nautisme qui nous ont accompagnés étaient très motivées d'emblée pour accompagner le projet, que ce soit le centre nautique de Brest, donc, qui a des activités nautiques très variées, mais pas forcément liées à la glisse, ou l'école de Surf Rise Up du côté de la Torche. Les initiatives liées à la handi-glisse dans le surf ou à la navigation, elles existent depuis quelques années déjà. Et c'est pas pour rien aussi, c'est parce que depuis quelques années, il y a une sorte de manière de voir la médecine, ou en tout cas l'usage du rivage comme étant un peu thérapeutique, et pas mal de médecins, donc surfeurs aussi, ont commencé à théoriser le principe de la surf-thérapie. Donc, qui soulage les maux de l'esprit et du corps pour ce qu'elle implique, hein, être au contact d'un élément naturel, mouvant, en grand air. Le surf aussi, ça paraît, par rapport à ce que ça véhicule comme image, ça paraît un peu inaccessible, même pour le commun des mortels. Toujours des énormes vagues de plusieurs étages. Dans des zones tropicales, dangereuses. Il y a tout ce monde de la compétition qui finalement laisse peu de place à une meeting, je sais pas, à une forme de communication sur ce qui est le surfeur ordinaire en fait. Donc, voilà, quand on surfe une vague, quand on arrive à glisser, à se lever sur une planche, je trouve qu'on en tire les premières fois un grand bénéfice, que ça donne confiance en soi. J'ai été capable de, voilà, et puis on se dépense, on se sent bien. Donc, pour revenir à la question, c'était assez facile de mettre en place les partenariats surf et glisse.
Après, il y avait la dimension expérimentale qui aurait pu être un frein aussi du fait que les objets puisqu'ils sont expérimentables, sont peut-être potentiellement un petit peu dangereux. Enfin, en tout cas, présentent plus de risques qu'un objet courant. Mais bon, avec une multiplication du personnel, une bonne préparation, de l'encadrement, on a vu que tout s'était très bien passé. Euh, et, euh, et ben pour moi, c'est plutôt. Moi, sachant tout ça, ce que je voulais faire aussi, c'était voir ce que ça donnait de créer des formes de glisse qui sont vraiment inédites et qui ne sont pas dans l'adaptation d'un objet fait à la base designé comme un objet pour un valide, auquel on va. Donc, c'est une voie d'action que je trouve aussi intéressante, hein, mais je voulais aller plus loin lors de cette expérience. Voilà, comment créer un objet de A à Z plutôt que de voir comment on pouvait composer avec un objet existant designé pour un valide, comment on pouvait l'augmenter avec des poignées par-ci, par-là. Et puis, il y avait la dimension artistique aussi, bien sûr, qui rejoint un peu le côté surf thérapie, c'est l'art-thérapie, hein, comment exploiter le potentiel créatif d'un individu pour retirer un bienfait qui soit un bienfait psychique. Voilà, l'idée, c'était de mettre un peu en tension toutes ces notions. Super. J'adore. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'aime bien cette conclusion-là, ce truc de... Mais je ne sais pas si ici ou même du coup en visio, Catel ou Ariane, est-ce que vous avez... Comment ça va? Moi, ça Ouais, va. Ouais. ok. Attendez, ici, est-ce qu'il y a d'autres réactions ou remarques ou, Non, c'est pas mal. Bah écoute, si c'est bon, s'il n'y a pas de frustration non plus, on va clôturer là. Merci beaucoup Edgar, effectivement, je trouve que c'est très enthousiasmant en fin de compte et on se dit ouais, donc ici il y a une calibration. C'est très motivant, effectivement, de se dire, voilà, ce type d'expérience, en fait, ça donne envie d'en voir d'autres encore plus. Et puis, je pense que ça résonne beaucoup avec pas mal de projets qui sont accompagnés ici aussi à l'Open Factory. Et de cette question, effectivement, de développer une capacité à agir, à faire, à fabriquer et tout ce que ça peut provoquer chez les gens et d'avoir accès à des pratiques qui sont jusque-là réservées, effectivement. Comme tu disais, le surf, même pour le commun des mortels, tu as juste envie de dire, ouh là là. Mais là, quand on voit cette superbe planche cavalier un peu chevaleresque, bah, ça donne envie de grimper dessus en fait, et d'essayer aussi. Quoi. Ouais. Oui. Non, j'allais dire, l'idée aussi dans les objets et leur esthétique, c'était de sortir du vocabulaire formel courant d'une planche de surf qui est déjà une barrière pour le non-pratiquant qui a envie de pratiquer, de tester sans forcément passer par une école de surf. Mais voilà, quand on n'a aucune connaissance du milieu, mais qu'on veut découvrir et qu'on passe pas par un groupe, un copain, ou qu'on arrive tout seul avec tout cet équipement, on arbore déjà les codes d'une communauté dont on ne fait pas partie, donc ça peut être un peu intimidant tout ça. Donc mon idée, c'était là, mon envie, c'était aussi d'enrichir le panel de formes, voilà, qui communiquait la culture de la glisse, quoi. C'est par la pratique et l'expérience aussi, effectivement. Ok. Eh ben, écoute. Ah si. Ah oui, donc il y a une dernière main qui se lève là-bas au fond. Il va falloir parler très fort, Maëlle, ou venir plus près parce que. Est-ce qu'une deuxième édition de Glisse Libre est prévue? Est-ce qu'une deuxième édition de Glisse Libre est prévue? Demande Maëlle. Ben, j'aimerais bien. Alors après, Glisse Libre, moi je l'envisage vraiment comme un projet global. Donc c'est un projet qui réunit cette expérience dans le champ du handicap, celle avec le champ scolaire, mais le côté un peu historique avec la recherche d'anciens plans, voilà. Donc il y aura d'autres
voilà. Donc, sur la partie handicap, j'aimerais qu'il y ait bien sûr une nouvelle édition plus riche, plus forte voilà, de ce qu'on a appris dans la première. Après, il y aura, moi, j'ai bien envie de monter d'autres formes d'événements, de moments un peu performatifs comme ça, où il y a un objet ou voilà, une expérience de rencontre de glisse qui est produite, et alternative, et qui essaye de développer un peu voilà, une autre voie, une voie alternative, voilà, que ce soit lié à la culture de la glisse, au design et à sa prise en compte et son acceptation, enfin sa communication en tout cas pour le grand public. Voilà. Donc là, je travaille à la mise en place d'un site internet dédié qui d'une part, réunira un peu la documentation, une documentation disponible et créée liée à toutes ces expériences passées, et qui voilà, sera aussi une base de contact et un support pour organiser les futurs projets. Alors, Gina, tu vois, c'est toujours à la fin, ça arrive les questions. Vas-y, Fabienne. Alors, Denis, est-ce qu'il y a des perspectives d'appropriation par un public qui n'était pas le public cible du départ? Est-ce que tu as entendu? Non. Ouais, est-ce qu'il y a des perspectives d'appropriation par un public qui n'était pas le public cible de départ? Alors, le public cible de départ, en fait, il est plutôt toute personne qui n'a pas une pratique quotidienne de la glisse. Donc, c'était plutôt ça quand j'ai commencé à entamer ces recherches et à les diffuser sous forme d'exposition avec les premiers objets répliques d'anciens objets des années 30. C'était ça l'idée, c'était comment rencontrer le public cible, c'était le non-surfeur, comment ces objets pouvaient générer une rencontre intéressante entre voilà, le non-surfeur et des objets qui parlent de glisse pourtant. Donc à partir de ce moment-là, voilà, je pense que ça répond un peu à la question. Selon les envies de potentiels partenaires et de tout ce qu'on peut imaginer, le public cible, il se précise en fonction du contexte. Voilà, sphère, je sais pas, public ou privé, jeune ou âgé, dans le socio-médical ou non, tout est imaginable. Okay. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce que c'était assez clair? Est-ce qu'il y a eu un détournement de l'objet par un public qui n'est pas spécialement le public cible? Est-ce qu'il y a eu des détournements de l'objet? Est-ce qu'il y a eu des détournements de l'objet, du coup, par des gens qui n'étaient pas auparavant les publics cibles? Alors, j'en ai pas encore vu. Donc après, si ça dépend de quel objet, peut-être que madame a une idée, a un objet en tête en particulier, c'est lié Tu nous as au handicap plutôt? Oui, enfin, Des usages inattendus. ouais, ou des usages inattendus, en fin de compte, par rapport à… Non, c'est vrai que les objets, on les a testés lors de 2 après-midi assez intenses où l'idée c'était de les utiliser, voilà, ce pourquoi on les avait conçus, donc glisser. Alors après, il y a des manières de les utiliser, de les prendre en main qui ont été un peu décalées par rapport à ce que j'imaginais. Donc c'est normal, hein, c'est fait pour ça, un test. C'est toujours intéressant à voir, et ce qui enrichit aussi le développement des versions ultérieures. Après aussi, ça fait partie du concept que ces formes générées-là puissent être prises comme des inspirations pour être transférées dans d'autres registres, hein, que ce soit que la glisse. Hein. Voilà, c'est juste de faire exister des potentiels, et le fait de les voir, de les faire exister, de les voir à l'œuvre, ça peut toujours générer de la créativité dans d'autres champs que ceux de la glisse ou du handicap. Mais après, à court terme, l'objectif, il est bien de plutôt développer
ces objets-là pour rencontrer l'élément aquatique et la glisse. Et pour les bienfaits que ça apporte. Ok, merci. Je crois qu'on arrive à la fin. Et en fait, c'est juste génial. Aujourd'hui, on travaillait sur les prototypes aujourd'hui. C'était bien de nous faire une super démonstration de l'intérêt du prototype et de son usage. Merci beaucoup, Edgar. Et en fait, on va suivre avec appétit et envie la suite un petit peu de ces aventures. On sait de sources sûres que voilà, il y a des choses qui continuent de se passer autour de cette question de la glisse libre et participative. Et ça nous intéresse vivement. Donc, on sera preneur s'il y a d'autres news ou des choses qui se passent effectivement autour de ce thème-là. Bien sûr. Eh bien, merci de votre attention. Bah oui, merci. Et puis, du coup, pour conclure, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, 16h30. Et ça sera Riwal Lefort et Laurent Fortin, respectivement de Arkea et Asten, qui vont nous parler d'un sujet technique. Là, on va parler du learning machine, du data science, l'intelligence artificielle. Voilà, là, on va rentrer dans le dur de la transition numérique. Et voilà, j'aime bien ces espèces de grands écarts qu'on fait entre le design libre et voilà. Mais c'est ça toute la richesse de ces causeries Disrupt Campus, d'aborder plein de sujets différents qui vont venir résonner de façon différente et enrichir un petit peu notre culture de comment est-ce qu'on voit ce monde en transition. En tout cas, merci encore Edgar. À très bientôt dans les couleurs de l'Open Factory ou ailleurs. Et puis, belle route sur ces nouveaux projets de glisse. En tout cas, on suivra ça avec attention. Merci, à très vite. Ouais, bonne soirée.